Bonjour, Monsieur Hakim Marrakchi. Vous êtes l'invité de l'Infomédiaire aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de la CGEM, vice-président de la CGEM et président de la commission fiscalité et douane. Merci d'être parmi nous. Donc, on va commencer un petit peu notre débat par l'actualité. Le Maroc est toujours attristé par le séisme qui a frappé il y a à peu près 3 semaines. Donc, à votre avis, comment les choses vont se préparer? On parle de reconstruction. À votre avis, comment vous voyez cette reconstruction? Merci d'abord pour l'invitation. C'est toujours très agréable de venir vous rendre visite ici à Horizon Presse. Donc effectivement, le Maroc a été frappé d'un séisme redoutable qui a touché plus de 60 000 familles qui ont vu leur maison détruite ou très fortement endommagée. Et effectivement, il y a un programme de reconstruction qui doit être élaboré en tenant compte des spécificités du mode de vie local, de façon à ce que cette région, qui est une région historique, qui était très importante il y a 9 siècles, parce que c'était la vallée des Almohades, qui a été donc très durement touchée, puisse garder ses spécificités et permettre aux gens qui ont voulu rester, conserver le mode de vie qu'ils ont eu au fil des siècles, de le maintenir. Donc, il y a forcément, bien sûr, des spécialistes qui se penchent sur la question. Je vois qu'il y a un débat qui a déjà été élaboré ou qui a déjà été, initié, notamment avec l'architecte Mouyal qui a proposé de faire en 2 étapes. Il y a d'autres personnes qui parlent d'un benchmark sur des zones sismiques montagneuses avec des populations qui ont également des modes de vie un peu particuliers, notamment au Népal. Et donc, il y a plusieurs façons d'aborder cette problématique de la reconstruction, et je suis sûr qu'il y a suffisamment d'intelligence au Maroc pour trouver la solution idoine de façon à ce que les populations qui ont été durement touchées puissent retrouver aussi rapidement que possible un mode de vie qui convient à la fois à la région et à la culture marocaine locale. D'accord. Pour rester toujours dans le cœur de l'actualité, l'événement d'hier, bien sûr, qui a l'événement du maintien du taux directeur par la Banque centrale, c'était un petit peu prévisible, mais est-ce que à terme, vous pensez que la donne pourrait éventuellement changer? Quelle est votre analyse sur la question? Effectivement, le maintien du taux était prévisible dans la mesure où l'inflation a quand même, reculé, sachant qu'au Maroc, on a 2 types d'inflation. Il y a d'abord l'inflation par les coûts, et il y a l'inflation par la demande, comme partout. Sauf qu'au Maroc, on a eu une récolte qui était mauvaise, c'est-à-dire les productions agricoles étaient mauvaises du fait de la sécheresse, ce qui fait que l'offre de produits agricoles était faible et les produits alimentaires ont vu leur coût augmenter. Le gouvernement a pris des mesures de façon à limiter cette hausse en favorisant l'importation de certains produits ou en limitant parfois certaines exportations. Bon, le monde agricole a été très durement touché, donc il y a un équilibre qui était à trouver, mais au total, c'était des conditions qui étaient, particulières, qui c'était pas une inflation par la demande avec une hausse de la demande qui alimenterait une hausse des coûts et une hausse des prix, pardon. Et donc, il n'y avait pas de raison, de ce point de vue-là, d'augmenter davantage les taux d'intérêt. L'autre raison pourquoi est-ce que les taux d'intérêt, avaient augmenté, c'est également la parité du dirham. C'est-à-dire, en fait, la Banque centrale réfléchit autant sur l'inflation que sur la valeur de la monnaie. Et donc là, le Maroc, ou le dirham marocain, est, confronté également à d'autres monnaies étrangères, notamment dans la zone euro qui est qui est proche du Maroc, ou bien le dollar. Sachant que le Maroc, ou le dirham, est calculé sur une parité à la fois par rapport à l'euro à 60% et par rapport au dollar à 40%. Les taux d'intérêt aux États-Unis avaient augmenté et donc
et en Europe aussi. Et donc, la Banque du Maroc a décidé également d'augmenter les taux d'intérêt dans un premier temps. Maintenant, il y a une pause sur la hausse des taux aux États-Unis comme en Europe. Justement. Et donc, il n'y avait pas de raison de continuer, nous, à augmenter les taux. Les décisions de la Fed impactent le reste du monde. Forcément. C'est-à-dire, si le dirham, disons, voit sa valeur baisser, le coût des importations augmenterait, et donc on aurait un renchérissement du coût de la vie. Mais d'un autre côté également, on a une dette extérieure qu'il faut rembourser, et donc si le dirham baisse par rapport aux monnaies étrangères dans lesquelles sont libellées la dette, le coût du remboursement serait plus élevé, et on en arriverait dans une situation qu'on a connue dans les années 80, qui était assez dramatique pour le pays et que le gouverneur veut absolument éviter. Bon, maintenant, je pense que pour l'instant, l'inflation dans le monde est plutôt ralentie. Il y a une volonté dans certains pays, notamment aux États-Unis, en Europe, à venir à un taux de 2%. On n'y est pas tout à fait. Et donc, on parle de nouveau d'une hausse des taux à la fin de l'année. Mais j'espère que non, parce que malgré tout, la demande n'est pas si forte que cela. Et donc, il faut pas tuer non plus la reprise économique. Parce que le taux d'intérêt augmentant, les entreprises et les ménages ont des coûts qui sont plus élevés. Et donc, ça impacte l'investissement. Ça impacte l'investissement, ça impacte le financement du besoin en fonds de roulement, ça impacte également les crédits à la consommation. Donc la hausse des taux limite la demande, c'est clair. Elle limite pas simplement en termes d'investissement, mais également en termes de consommation. Et donc la hausse des taux freine en fait la croissance. La croissance n'est pas très forte dans le monde. Il y a une reprise, c'est-à-dire on a évité dans de nombreux pays une récession. Dans la quasi-totalité des pays en Europe et aux États-Unis, il n'y a pas eu récession. Je crois qu'il y a en Allemagne, parmi les grands pays où il y a eu un ralentissement technique sur deux trimestres ou plus, mais bon, même au Maroc, la croissance n'est pas si forte que ça. Donc, personnellement, bien sûr, en tant qu'opérateur économique, je préférais que des taux baissent. Mais bien sûr, encore une fois, le gouverneur doit penser à la fois à l'inflation et à la parité du dirham. Oui, d'accord. Justement, les prévisions de Banque al-Maghreb tablent sur une baisse de 6,6% à 6% d'ici la fin de l'année. Le taux d'inflation. Oui, ce qui va dans le bon sens, mais 6% reste relativement élevé. 6% reste relativement élevé. Ça, il faut savoir d'où est-ce que viennent ces 6%. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, quand même, on a eu des produits alimentaires ont vu leur coût augmenter, pas parce que la demande était forte. Pas non plus parce qu'on a importé, mais tout simplement parce que la production agricole est faible du fait de la sécheresse. Vous pouvez augmenter les taux ou les baisser, ça changera rien. C'est pas par ces mesures-là qu'on ajustera. Oui, on reste tributaire, en fait, de la pluviométrie. Oui, et puis, bien sûr, il y a toujours des décisions qu'on peut prendre pour limiter l'impact de tel ou tel aspect. C'est-à-dire, s'il n'y a pas suffisamment de fruits et de légumes sur le marché, on peut changer les conditions d'importation. Ou bien on peut limiter également l'exportation de façon à ce que l'offre soit suffisante. Mais bien sûr, quand on fait cela, on change les équilibres. Je ne veux pas dire qu'on crée des déséquilibres, mais on change les équilibres. Parce que la politique du Maroc, ça a toujours été de protéger le monde agricole et donc de protéger la production agricole. L'importation de produits agricoles est, disons, très coûteuse, parfois même impossible. C'est-à-dire, on a des taux des droits de douane très élevés sur les produits agricoles pour protéger la production locale. On l'ajuste en fonction de la production, dans certains cas, notamment c'est le cas du blé. Oui. Donc en fonction de la production et du moment, donc on met des taux qui sont prohibitifs ou bien on les annule totalement. Par exemple, dans le cas du sucre, on a une production locale mais qui est insuffisante et donc on a un système d'ajustement et de péréquation. Mais dans les autres produits agricoles, la politique parfois peut être redéfinie en fonction des objectifs. Est-ce qu'on veut protéger la production ou est-ce qu'on veut protéger le consommateur? Alors justement, qu'est-ce que vous préconisez dans ce sens? Il n'y a pas de formule magique. Je pense qu'il faut prendre au cas par cas. Et bien sûr, disons, adapter. Maintenant, je pense que, disons, malgré la sécheresse, les exportations au Maroc de produits agricoles sont restés élevés. Donc on a une production de bouche, on a peu de produits agricoles transformés.
On a une agro-industrie qui ne s'est pas beaucoup développée, sauf dans certains secteurs, notamment dans le domaine laitier, mais on a beaucoup de production, notamment au niveau des conserves qui ont reculé. Donc il y a une politique, disons un volet 3 du plan Maroc vert qui va se développer, hein, voilà. Et moi, en tant qu'opérateur, évidemment, je souhaite que le monde agro-industriel puisse plus facilement importer et transformer les produits agricoles de façon à s'inscrire également dans un environnement plus global que celui dans lequel il se trouve, sachant que le Maroc a des accords de libre-échange très particuliers avec l'Union européenne, parce que le Maroc est l'un des très rares pays à avoir possibilité d'accès pour les produits agro-industriels et même agricoles en franchise de douane en Europe. Donc on a un avantage qui n'est pas suffisamment utilisé peut-être, et donc notre production des produits de seconde transformation agricole est insuffisante par rapport à ce potentiel. Et donc je souhaite bien sûr que ça soit... Si vous permettez, on pourra y revenir tout à l'heure pour parler, comme vous êtes industriel, on reviendra sur le secteur notamment agro-industriel. Mais avant, je voudrais revenir en fait sur les orientations de la loi de finances 2024. Quels sont ces ajustements suite notamment au drame que le pays a connu? Il y aura des changements? À quoi faut-il s'attendre? Donc, vous savez, nous représentons le point de vue de l'entreprise. Donc, sur la loi de finances, disons pour l'année 2024, s'inscrit dans le prolongement de la loi cadre. Et donc, suite à la loi de finances qui a cours cette année, où on a vu une réforme de l'IS qui était assez audacieuse. Et donc on savait que cette année serait davantage portée sur la TVA et sur l'IR. Donc il est très probable qu'au niveau de l'IR, c'est-à-dire, je veux dire par là, c'est notre analyse. Après, donc le ministère du Budget, le ministère des Finances, c'est à lui qu'il faut poser en fait ces questions. Donc nous ne pouvons que anticiper certaines réflexions. Parfois, bien sûr, dans le cadre de nos échanges, on comprend qu'il va se passer ceci ou cela. On a un groupe également parlementaire à la CGM qui est relativement puissant, je veux dire qui travaille bien et qui fait son travail, ce qui fait que les rapports avec la Direction générale des impôts, avec le ministère de l'économie et des finances ou avec les douanes sont des relations qui sont constantes et assez denses, puisque nous avons plusieurs façons de coopérer, notamment grâce au groupe parlementaire de la CGM. Donc notre point de vue, c'est que il y aura pas beaucoup d'avancées au niveau de l'IR parce que ce serait peut-être trop coûteux. Il y aura quelque chose, il y aura une réforme de la TVA qui sera probablement, bien entamée cette année. Et justement, qu'est-ce que la CGM recommande dans ce sens? Nous, ce qui nous importe, en matière de réforme de la c'est-à-dire TVA. Nous, ce qui nous importe, c'est que la TVA devienne réellement neutre. Ça doit être un impôt neutre. Ce n'est pas normalement un impôt sur lequel l'entreprise, je parle bien sûr pour l'entreprise, elle doit être neutre pour l'entreprise, c'est-à-dire on la collecte et on la restitue. Dans de très nombreux cas aujourd'hui, on la collecte ou on la paye, mais on récupère pas. Dans de nombreux cas, il n'y a pas de possibilité le droit de déduction n'est pas toujours généralisé, on a souvent des problèmes avec le butoir. Il y a, disons, un système parfois qui est compliqué. Et donc, il s'agit de simplifier la loi sur la TVA et de faire en sorte qu'il y ait une généralisation du droit de déduction. Ce qui n'est pas le cas dans certains secteurs notamment. Donc, on sait qu'il va y avoir également un nombre de taux qui va être réduit. C'est-à-dire actuellement, il y a 4 ou 5 taux. Disons 0, disons 7, 10, 14 et 20. Et donc il y en aura peut-être 2 ou 3. Donc il y en aura 3 a priori. Donc il y a des taux qui vont sauter. Donc si pour le taux 0 on parle d'un taux 0 sans droit à déduction, ce qui peut poser des soucis
notamment dans le cas où il y a des investissements. C'est-à-dire, donc, parce qu'à ce moment-là, ça renchérit de façon significative l'investissement et donc ça limite l'accès à ces métiers, notamment par exemple dans le domaine de la santé, d'une manière générale. C'est par exemple aujourd'hui les cliniques, disons, il y a c'est un taux zéro sans droit à déduction, et donc lorsqu'ils investissent, ils construisent des cliniques, ben le coût est augmenté de 10, 12, 14%. Et donc ça limite la possibilité pour les, disons, le ticket à l'entrée est plus cher. Et donc, la rentabilité, bien sûr, est décalée, mais c'est surtout les besoins en financement qui sont plus importants qui fait que cela limite la possibilité à de nouveaux opérateurs d'entrer dans ces métiers. Et donc, voilà, nous, on défend le point de vue de l'entreprise. Personnellement, je préférerais qu'il y ait toujours un droit à déduction, ou au moins au niveau de l'investissement, en tout cas, ce droit soit généralisé, de façon à ce que on dope, en fait, l'investissement et non pas le freiner. Voilà. Donc il y a, alors bien sûr, les conditions que nous connaissons après la sécheresse et après le drame du tremblement de terre dans la région de Marrakech, il y a bien sûr des besoins en financement supplémentaires pour l'État, et donc il y a des arbitrages qui vont être faits. Mais bon, je pense que le Maroc a une économie aujourd'hui suffisamment puissante pour dépasser cette contrainte supplémentaire. L'effort de rattrapage dont vous avez parlé avant qu'on commence. C'est ça. C'est-à-dire, bon, c'est-à-dire c'est des montants qui sont très importants, mais par rapport aux moyens globaux de l'État, c'est des choses qu'on peut se permettre de faire. De maîtriser. De maîtriser, absolument. De maîtriser. D'accord. On revient à l'industrie, à l'agro-industrie. Vous êtes le PDG de Maghreb Industrie. Donc, on a parlé de revalorisation. Donc, le Maroc n'est pas très avancé, ne réalise pas beaucoup d'avancées en matière de transformation. Il faut franchir un nouveau cap. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est-à-dire au niveau de l'agro-industrie, c'est-à-dire depuis disons que le Maroc a signé des accords de libre-échange, on n'a pas une position qui est tout à fait claire avec tous nos partenaires. Justement, c'est ce point que je voulais qu'on détaille. C'est-à-dire que nous, on se retrouve en tant qu'opérateurs confrontés avec des concurrences qui viennent d'Europe, de Turquie, des pays arabes, des États-Unis, du reste du monde. Et les moyens pour les opérateurs venant de ces pays de travailler avec le Maroc sont divers en fonction de l'origine. C'est-à-dire, au point de vue de la compétitivité des produits, avec l'Union européenne, on a négocié un élément agricole pour mettre à niveau les opérateurs européens et les opérateurs marocains. Avec le monde arabe, il n'y a pas de droit de douane sur les produits agroalimentaires, ni agro-industriels, il y a zéro. Avec la Turquie, il y a une interdiction totale. Et donc, il n'y a pas d'accord de libre-échange sur les produits agro-industriels avec la Turquie. Avec les États-Unis, on a un autre concept qui est celui d'exportateur net. Donc, moi, j'en déduis qu'on n'a pas une stratégie qui est claire sur ces produits-là, puisqu'on a divers moyens. Et effectivement, sur l'industrie, l'agro-industrie marocaine ne s'est pas beaucoup développée. On exporte beaucoup de produits de bouche. On n'exporte pas beaucoup de produits transformés. Oui, on les importe. On les importe, mais on n'exporte pas beaucoup. Oui. Donc, je pense que cela est dû au fait que on a une politique qui est quand même restrictive par rapport à la protection des produits agricoles. Par exemple, on a des droits de douane très élevés sur les amandes, à part le quota qui vient des États-Unis, alors que la production d'amandes au Maroc est très faible. Il faudra peut-être penser à réduire je dis, disons qu'il n'y a pas, disons, de formule magique encore une fois. Mais c'est-à-dire, faut davantage faire confiance à l'industrie sans pénaliser le monde agricole. Parce qu'en fait, l'idée, c'était pour ne pas risquer de pénaliser le monde agricole, on met des niveaux de protection qui sont surélevés, et ce qui fait que le développement des produits agro-industriels a été limité.
Donc voilà, il y a un ajustement, il y a un réajustement qui est à faire. Je pense qu'il y a des opportunités importantes parce que, encore une fois, le Maroc a avec l'Union européenne la possibilité d'exporter de façon illimitée des produits agro-industriels et dans certains cas, on a un avantage comparatif ou compétitif qui est très important, qu'on retrouve un peu en Turquie. La Turquie a beaucoup développé les exportations de ce type de produits. On a une économie qui au départ était très similaire à celle de la Turquie. Et les Turcs ont fait de très grosses avancées. Bon, il y a plusieurs raisons à cela, mais dans le domaine agro-industriel, aujourd'hui, la Turquie est un pays qui est un leader mondial. Mais leur exportation vers l'Europe, elle est soumise à des quotas. Et aujourd'hui, les quotas sont très allègrement dépassés et donc ils payent des droits de douane. Alors, les droits de douane moyens qui sont payés par les Turcs sont plus faibles que ceux du reste du monde parce que jusqu'à ce qu'ils atteignent leur quota, ils ont un taux qui est nul, mais après ils payent le taux plein. Tandis que nous, au Maroc, on peut exporter vers l'Europe à 0%. Et donc, on a un avantage qui n'est pas entièrement utilisé. Voilà. Donc, il est possible de le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. D'accord, donc dans la nouvelle version du plan Maroc Vert, Génération Green, il y a des choses qui sont prévues dans ce sens. Alors, ce que je comprends aussi, disons qu'il y a une réflexion qui doit être actualisée du fait du stress hydrique. Donc le stress hydrique fait qu'on doit repenser notre façon de produire des produits agricoles. Donc la question, c'est pas forcément, comme on avait dit, est-ce qu'on exporte de l'eau ou pas, mais quelle est la valeur de l'eau qu'on exporte. C'est différent. On peut dire par exemple... La teneur en eau dans les produits, c'est ça? La teneur en eau n'est pas simplement le problème. Le problème, c'est à quel prix est-ce qu'on vend notre eau. Ah, d'accord. Oui. Donc, c'est-à-dire, on doit se dire, en fait, on veut maximiser les revenus par rapport à un volume d'eau donné. Donc, la contrainte, bien sûr, c'est le volume d'eau un peu. Mais bon, c'est-à-dire, on a encore de l'eau pour travailler. Simplement, l'eau qu'on a, on doit l'utiliser au mieux pour qu'elle rapporte le maximum de dirhams. Et donc là, il y a des cultures qui sont moins rentables que d'autres. Voilà. Donc, on peut se poser la question sur les cultures qui ont la rentabilité la plus faible. Par rapport, par exemple, on va dire, les producteurs de tomates vous diront que leur rentabilité est très bonne. Même s'il y a une teneur en eau qui est importante, le kilo d'eau est payé à un prix qui est suffisamment élevé. Par contre, il y a des productions qu'on fait au Maroc qui ont une rentabilité qui est faible par rapport au coût de l'eau. Voilà. Il y a l'énergie, mais il y a l'eau aussi. Donc, on a les deux problèmes. Et donc là, je pense qu'il faut demander aux spécialistes qui sont dans ces métiers, ils vous en diront davantage. Donc, je ne vais pas citer les métiers qui, à mon avis, ou les productions agricoles qui, à mon avis, sont moins rentables parce que je ne suis pas spécialiste, ce n'est qu'un point de vue. Mais la question devrait être posée en ce sens-là. D'accord. Je reviens une dernière question par rapport à l'imposition qui a été instaurée sur le programme triennal de la loi de finances 2023 par rapport à la teneur en sucre. Oui. Comme vous êtes dans le domaine. Donc, cette première année est bien passée. Oui. Qu'en est-il des autres qui viennent? Comment vous voyez? Est-ce que les prix ont tendance à grimper tous les produits, genre confiserie et ce qui s'ensuit? Donc il y a toute une série de produits qui sont touchés, des boissons sucrées, des produits laitiers, des confiseries, des biscuits, chocolat, etc. Confiture. Alors la première année, en fait, le texte de loi visait à limiter la teneur en sucre pour les produits qui ont une teneur qui est, disons, aberrante. C'est-à-dire, le sucre étant moins cher que d'autres aliments, certains producteurs pensaient pouvoir mettre plus de sucre pour réduire leur coût. Donc, on a limité cela. Il n'y a pas d'impact. En réalité, sur la première année, l'impact est quasi nul sur les produits qui sont offerts. C'est-à-dire, c'était comme ça que ça a été pensé, c'est comme ça que c'est réalisé. C'est à partir la deuxième année est une année qui est plus difficile, parce que le deuxième objectif, c'est de baisser la teneur en saccharose
Ça doit se faire de façon progressive. Alors, disons, il y a des substituts qui existent. Après, la loi doit être, disons, réétudiée parce qu'il y a certaines interprétations qui peuvent être comprises différemment. C'est-à-dire, on parle de sucre. Est-ce qu'on parle de sucre saccharose ou est-ce qu'on parle de tous les sucres, sachant que les sucres sont très variés et très divers. Et donc, il y a des moyens de répondre en fait à la loi. Ça va entraîner dans certains cas des surcoûts, mais dans d'autres cas, ça va créer une spécificité pour le produit marocain et donc la possibilité pour l'industrie marocaine de se développer sur son marché différemment des produits qui viennent notamment des autres pays arabes notamment, où là le prix du sucre reste assez bas et donc la production devra être spécifique pour le Maroc. Et donc, il y a un élément de différenciation pour l'industrie marocaine. Donc, ça peut être plutôt une bonne chose pour l'industrie marocaine, peut-être une bonne chose pour le consommateur dans la limite, dans la mesure où la teneur en sucre pourrait baisser. Et donc, ça pourrait avoir un impact positif sur la santé. Voilà, sachant que malgré tout, le sucre industriel au Maroc est relativement faible dans le niveau de consommation par rapport à des pays similaires. C'est-à-dire on consomme grosso modo 30 kilos de sucre par habitant et par an. 20% de ce sucre a une origine industrielle et 80% c'est du sucre de bouche. Alors que dans les pays européens, le ratio est exactement inverse. Donc l'industrie marocaine, qui utilise le sucre n'est pas très très importante. Mais la loi, telle qu'elle apparaît, peut déboucher à une forme de protection dans la mesure où on est obligé d'innover et que cette innovation va apporter un élément de différenciation par rapport aux productions étrangères qui, elles, seraient taxées en rentrant au Maroc. D'accord. Voilà. Super. Merci beaucoup, M. Marakchi, d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle, vous êtes l'invité de l'Infomédiaire. Mais avec plaisir, c'était un plaisir. Merci. Merci.